Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, Israël tient son budget. C'est avec un an de retard que la Knesset a adopté la semaine dernière la loi de finances pour 2016, mais aussi 2015. Un suspense qui aurait pu provoquer la chute du gouvernement Netanyahou. Quelles sont les nouveautés de ce programme de dépenses qui tournera autour de 100 milliards de dollars par an? On en découvre les grandes lignes dans un instant. Et puis découverte des ordinateurs Made in Africa, c'est le pari d'un groupe sud-américain. Positivo BGH a choisi le Rwanda pour y implanter la première usine d'assemblage d'ordinateurs du continent. Kigali entend profiter des nouvelles technologies pour doper un peu plus sa croissance. Reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant tout cela, on passe en vue l'essentiel de ce qui fait l'actu éco. La visite d'abord, la première en 8 ans de Vladimir Poutine en Iran. Le président russe participe à un sommet des pays exportateurs de gaz. Il a rencontré notamment l'ayatollah Khamenei et le président Rouhani. Alors la Syrie, bien entendu, au cœur des entretiens entre les deux principaux alliés de Bachar el-Assad. Mais l'économie a toujours sa place. Plusieurs documents ont été signés. Ils concernent le secteur bancaire, l'énergie ou le transport. Depuis l'accord sur le nucléaire iranien en juillet, les projets de partenariat se multiplient entre Moscou et Téhéran, avec bien sûr la perspective d'une levée des sanctions. Et outre la livraison de missiles solaires S-300, Vladimir Poutine a levé hier l'interdiction de vente à l'Iran de matériel technologique lié au nucléaire. Nous avons l'intention d'augmenter la dynamique de nos relations commerciales. Nous porterons toute l'attention nécessaire à la diversification du portefeuille de produits et à l'utilisation plus large des monnaies nationales dans nos relations. Voilà, nous reviendrons sur la question du gaz au cœur de ce sommet à Téhéran, plus largement dans notre édition de demain. On poursuit toujours à propos de la Russie avec le bras de fer entre Moscou et Kiev autour de la Crimée, cette péninsule annexée par la Russie en mars 2014, mais qui reste dépendante de l'Ukraine pour ses besoins vitaux, eau et électricité. Face aux critiques sur son manque d'efforts pour que la Crimée revienne dans son giron, le gouvernement ukrainien a annoncé hier la suspension de ses livraisons de marchandises vers la région. Réponse à la menace russe d'un embargo sur les marchandises ukrainiennes dès l'an prochain et le lancement de la zone de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne. Je propose d'interdire temporairement les livraisons de marchandises et tous les échanges commerciaux entre l'Ukraine et la Crimée. Si les menaces russes de mettre en place un embargo contre les marchandises ukrainiennes au 1er janvier sont mises à exécution, l'Ukraine répondra de façon réciproque. Quelques mots de l'Eurogroupe qui se tenait hier sous très haute tension sécuritaire à Bruxelles. Pour les ministres des Finances de la zone euro, le budget de la France pour 2016 est globalement conforme aux exigences de la Commission. Et concernant l'enveloppe de 600 millions d'euros débloquée par Bercy pour les nouveaux besoins sécuritaires, eh bien le patron de l'Eurogroupe estime que ce niveau de dépenses ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le déficit. Ça se fera avec le recul, en regardant en arrière. Et la question n'est donc vraiment pas pertinente pour le moment. Elle pourra devenir pertinente lorsque nous regarderons en arrière sur les budgets, après un délai d'1 an. À noter encore en Europe cette explosion ce matin à Athènes devant les bureaux de la Fédération des entreprises grecques en plein centre-ville. Pas de victimes, pas de lien a priori avec la mouvance djihadiste, mais l'explosion survient à l'heure où le gouvernement de Tsipras fait adopter une série de nouvelles mesures d'austérité dans le cadre bien sûr du plan d'aide accordé cet été par les créanciers du pays. Peut-être donc le signe d'une tension grandissante dans le pays. Et puis quand Hollywood se penche sur les fléaux de l'économie mondiale, The Big Short, le casse du siècle d'Adam McKay, tente de retracer la crise financière de 2007-2008, une adaptation du best-seller de l'américain Michael Lewis, histoire vraie, 4 personnages qui tentent d'anticiper ensemble l'éclatement de la bulle immobilière et d'en tirer un maximum de bénéfices. À l'affiche notamment Christian Bale et un certain Brad Pitt. La première avait lieu à New York hier. C'est un sujet compliqué à tourner. Je suis toujours en colère au sujet de cette crise du logement. Les gens ont été mis à la rue, ont perdu leur maison, leurs économies. Et aucun des hauts fonctionnaires n'a jamais été tenu responsable. Rien n'a changé. La cupidité, le droit de se faire de l'argent sur le dos des autres.
Il aura donc fallu attendre la mi-novembre pour voir la Knesset adopter enfin le budget 2015. Le scénario ne se répétera pas pour l'an prochain, puisque les députés israéliens en ont profité la semaine dernière pour valider aussi le budget 2016. Un suspense en tout cas qui illustre la complexité de mettre d'accord les différents partenaires de la coalition. 98 milliards de dollars pour les dépenses publiques cette année, 109 milliards l'an prochain et un déficit annoncé à 2,9% du PIB. La défense voit affecter 14 milliards minimum. Les détails avec Daniel Roth et Laura Duhamel. C'est un vote qui aura été attendu près d'un an. La semaine dernière, à 61 voix pour et 59 contre, le Parlement israélien a enfin adopté un budget pour les années 2015-2016. Plus de 200 milliards de dollars ont été répartis sur 2 ans et un déficit de près de 3% du PIB a été prévu. Ce qui, pour la première fois depuis la crise financière mondiale, pourrait signifier une augmentation du ratio de la dette par rapport au PIB. Le ministère de l'Éducation gagne 1,7 milliard de dollars en plus, tandis que le ministère de la Santé voit lui son budget augmenter de 1 milliard. Mais la Knesset a surtout débattu sur un sujet qui divise Israël depuis longtemps, la possibilité de contraindre la population juive orthodoxe à servir dans l'armée. Mais une fois de plus, les députés ont buté en touche et reporté cette décision à 2023. Le ministre de la Défense, le plus haut commandant de nos fils, les a vendus pour un accord de coalition. On n'atteint pas l'égalité par la force, pas à travers une loi qui menace d'envoyer la police militaire chercher des étudiants en yeshiva. Pendant ce temps, la liste arabe unie a qualifié ce budget de raciste et critiqué l'augmentation des montants alloués à la défense et au territoire. À titre d'exemple, le ministère de l'Éducation se voit allouer presque 20 millions de dollars pour assurer la sécurité dans les territoires autour de Jérusalem-Est. Une opinion que ne partage pas le ministre des Finances, Moshe Kahlon, qui voit lui dans ce budget une victoire majeure pour les personnes dans le besoin. Si j'avais été un enfant et que Yair Lapid ou quelqu'un d'autre avait fait des coupes dans les subventions accordées à la protection de l'enfance, je n'aurais plus de chaussures. Je n'aurais pas non plus de sac à dos ou de nouveaux habits. Depuis des mois, le gouvernement israélien travaillait avec un budget redéfini chaque mois à partir de l'année précédente. Ce vote réinstaure donc une certaine stabilité, en tout cas jusqu'à 2017. Une stabilité dont avait bien besoin le Trésor israélien. On va parler de l'économie israélienne plus en détail avec nos deux invités qu'on accueille tout de suite. Laurent Pérez, bienvenue à vous. Bonjour, et Jérôme Jarmoun, bienvenue aussi. Vous êtes directeur associé d'Air Israël. On va commenter d'abord ensemble les chiffres du PIB israélien pour le 3e trimestre de cette année, donc qui viennent d'être publiés. 2,5% de croissance, c'est pas mal. C'est un bon chiffre. Clairement, c'est un bon chiffre. Après un T2 qui était en stagnation, autour de 0,2%, on arrive sur du 2,5%, donc ce qu'on avait finalement au T1. Les explications sont de 3 ordres. On a eu une reprise de la consommation des ménages, ce qui est clairement quelque chose d'important pour une économie. Également les exportations, en très forte hausse, autour de 10%. Et enfin, les dépenses publiques qui ont accompagné un petit peu ce mouvement-là. Donc on est assez confiant finalement pour arriver aux 2,5% de PIB en rendement annuel sur l'année 2015, si les attentes du consensus. Ouais, et puis il y a le gaz qui va être exploité bientôt dans le gisement Léviathan. Ça garantit aussi peut-être quelques dixièmes de points de croissance supplémentaire. Absolument, c'est la cerise sur le gâteau qui va également se en découler année après année. Sur l'année 2014, sa contribution au gaz était de 0,3 points sur un PIB à 2,4%. Donc c'est un élément important. Alors Jérôme Jarmoun maintenant, dans ces conditions, quels impacts ont ces chiffres forcément sur l'évolution des devises, le shekel d'abord, le dollar et l'euro, c'est ce qui intéresse aussi les Français. Alors clairement, les devises, c'est vraiment l'actif le plus corrélé aux données macroéconomiques. Donc on a aujourd'hui vraiment deux mondes, puisqu'on le voit d'un côté, les États-Unis performent, la croissance redémarre, on a un taux de chômage qui tourne autour de 6%, donc c'est quand même plutôt des très bons chiffres. Surtout, on a des anticipations aujourd'hui de resserrement monétaire par la Fed qui va se réunir le 15 et 16 décembre prochain. Donc à l'inverse de l'Europe. À l'inverse de l'Europe, tout à fait, puisque l'Europe, les chiffres en tout cas économiques sont moins bons, le taux de chômage bien évidemment est bien supérieur à ces niveaux-là, et la réunion de la BCE c'est le 3 décembre. On s'attend même peut-être à une baisse supplémentaire des taux. On a vu des taux négatifs en Suisse ou en Suède, donc c'est probable. Donc seul point à souligner, c'est que les marchés anticipent souvent. Donc on a un euro-dollar aujourd'hui à 1,06 ou 1,07, on l'a vu au mois de mars de cette année. Donc et la tendance, c'est quoi par rapport au shekel ? 4,2, 4,1 bientôt ? Alors on est à 4,15 ou 4,12 aujourd'hui. Il y a une corrélation très forte forcément avec le dollar. À partir de là, c'est vraiment l'euro-dollar qu'il faut surveiller. Ouais. Et comment vous intégrez tous ces éléments dans votre conseil à la clientèle ? Simplement, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à une corrélation et une adéquation
avec notre lieu de résidence, notre lieu d'investissement, nos lieux de consommation, tout simplement. Donc on aime bien diversifier nos actifs chez Erez. On a vocation vraiment à être très patrimonial dans notre approche. Donc aujourd'hui, on va essayer d'être toujours un petit peu sur les deux pattes. Globalement. Alors, et concrètement, alors, ce qui intéresse aussi forcément beaucoup de Français, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment, quand on habite en France, d'investir dans l'immobilier israélien en sachant que le marché continue à augmenter et que le shekel est parti pour rester quand même relativement fort face à l'euro? J'ai envie de vous dire oui. Le cabinet Erez est un cabinet qui campagne les familles pour le long terme. Donc si aujourd'hui on a une photographie un petit peu contrastée sur l'euro, sur le shekel, sur le dollar, effectivement à long terme on sait que la pierre effectivement c'est un investissement certain. Pour autant, il y a d'autres classes d'actifs aujourd'hui toujours très intéressantes. Si aujourd'hui l'immobilier ne nous paraît pas le plus pertinent à très court terme sur ces changes, il y a effectivement notamment sur des fonds euros aujourd'hui en Europe où on peut acquérir des parts dollars. Et lorsqu'on vit en Israël, effectivement, il y a une partie du change qui effectivement est évitée. Et donc ça, ce sont des choses que l'on fait beaucoup aujourd'hui en Israël pour ces francophones, Olim, qui arrivent ici en Israël et qui veulent absolument limiter le plus possible ces impacts dollars. Et quand on voit la vigueur de cette économie israélienne, qu'est-ce qui pourrait peut-être faire réduire un petit peu la valeur du shekel face aux autres devises? Est-ce que ce serait par exemple une volonté politique de la Banque centrale d'Israël? Absolument. Encore une fois, la Banque centrale a les manettes. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui la politique est accommodante, que tant qu'effectivement il n'y a pas une reprise claire et durable, la Banque centrale maintiendra ses taux bas. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Allez, toute autre chose. Cap sur l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs et le Rwanda, une économie qui accomplit des progrès spectaculaires depuis le génocide des Tutsis en 1994. Et aujourd'hui, Kigali se rêve en carrefour technologique du continent africain. Rien que ça, rêve peut-être en passe de se concrétiser depuis l'arrivée, il y a quelques mois, d'un groupe informatique argentino-brésilien et l'implantation d'une usine d'ordinateurs, le tout en parallèle des efforts du gouvernement pour promouvoir la formation. Reportage sur place. Derrière ces murs se trouve la première usine d'assemblage de composants d'ordinateurs en Afrique, inaugurée en juillet 2015. L'entreprise sud-américaine Positivo BGH a choisi de s'implanter au Rwanda pour sa gouvernance robuste, son environnement amical et son accès au marché. Le projet a mis moins d'1 an à se concrétiser et la chaîne de production tourne déjà à plein régime. Pour l'instant, nous produisons environ 500 unités par jour. Et nous avons pour objectif d'étendre la production très rapidement. Nous avons une capacité supérieure à 1 million d'unités par an. Alors pour l'instant, la première étape, c'est de livrer 150 000 ordinateurs au gouvernement. En effet, l'entreprise a signé en novembre 2014 un contrat avec le ministère de l'Éducation rwandais pour devenir le fournisseur du programme Smart Classroom. Cette initiative gouvernementale a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir les bases de l'informatique et au pays de soutenir son développement économique grâce aux nouvelles technologies. Cela m'apprend à me servir des ordinateurs et à découvrir les nouvelles technologies. Des élèves ravis, et pour leurs professeurs, ces ordinateurs Made in Africa servent avant tout d'outils pédagogiques. Cela permet d'aider à l'apprentissage des élèves. Ils sont motivés pour les utiliser car de temps en temps on apprend l'anglais avec. Nous enseignons grâce à ces ordinateurs et cela développe leur créativité. L'entreprise, qui emploie une cinquantaine de personnes, majoritairement recrutées et formées localement, entend aller au-delà de ce contrat avec le Rwanda. Positivo BGH espère se développer rapidement dans le reste de l'Afrique, en se lançant notamment dans la production de téléphones et de télévision. Beaucoup de pistes encore à explorer et beaucoup d'ambition. On passe tout de suite au Media Watch. La revue de presse qui donne encore une large place aux attentats de Paris. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Et des entreprises françaises de plus en plus inquiètes. De plus en plus inquiètes, oui. Alors selon une enquête qui vient d'être publiée, un tiers des PME, des petites et moyennes entreprises, ont observé une baisse d'activité après les attentats de Paris et 44% d'entre elles craignent des conséquences économiques à long terme. Alors autre angoisse de ces PME, elles se sentent pour les 2 tiers d'entre elles démunies quant aux précautions à prendre contre les attentats et elles veulent notamment être prévenues si l'un de leurs salariés fait l'objet d'une fiche
S de renseignement, cette fiche dont on parle beaucoup actuellement. Inquiétude palpable et compréhensible. Et puis Laura, un sujet un peu plus léger, on va dire, la fusion entre deux géants de la pharmacie, le fabricant du Viagra et celui du Botox. Voilà, alors il s'agit du mariage entre Pfizer et Allergan. C'est le plus gros rapprochement jamais réalisé dans le domaine de la pharmacie. Ils veulent former en Irlande le numéro 1 mondial du secteur. Alors vous m'avez un peu mangé le travail pour ceux qui ne le savaient pas. Donc Pfizer, c'est le fabricant du Viagra et Allergan, celui du Botox. Alors David, je vous le dis, la presse en donne à cœur joie dans la rédaction de ces titres. Ceci étant dit, c'est une fusion qui fait beaucoup moins rire les autorités américaines et pour cause, eh bien, Pfizer et Allergan s'unissent pour payer moins d'impôts sur le sol américain. C'est ce qu'on appelle une tax inversion. Et évidemment, eh bien, les candidats américains aux primaires n'ont pas manqué de dire que ce comportement était inadmissible et que s'ils étaient élus, eh bien, ils résoudraient le problème. On écoute deux d'entre eux. Nous devons revoir le code des impôts qui est truffé d'exceptions et de cadeaux aux entreprises, aux milliardaires. Je suis malade et fatiguée de ce que nous avons vu avec cette fusion de géants pharmaceutiques, avec ces entreprises qui quittent l'Amérique pour réduire leurs impôts alors qu'ils devraient être basés ici et investir dans les personnes et les opportunités qui construiront notre économie. Nous perdons un nombre considérable d'emplois parce que nos politiciens ont permis cela. Avec des taxes. Ouais, ça prend des airs de scandale. Merci Laura, à très bientôt. C'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News pour parler entre autres de l'influence des grandes multinationales sur le quotidien des consommateurs. Restez avec nous, l'information continue.